Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le webinaire sur le dernier ouvrage du réseau français Ville Santé. Donc, on va laisser tout le monde rentrer progressivement sur le webinaire et ensuite, on va pouvoir démarrer. Alors, je fais quelques rappels aux participants qui sont déjà connectés. Alors, d'une part, nous sommes en statut de webinaire. Donc, à ce titre, vous n'aurez pas accès pour activer votre micro et votre caméra. Cependant, il y a une option, vous pouvez réagir dans la conversation, vous pouvez poser des questions, faire des remarques, également promouvoir les actions que vous menez. Et donc, tout ça sera bien sûr compilé dans les résultats finaux du webinaire. Et donc, toutes les questions dans le chat ne seront pas forcément traitées dans ce webinaire, mais il y en a quelques-unes qu'on va pouvoir reprendre et répondre en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. À savoir également que donc l'ensemble des documents qu'on présente aujourd'hui sont accessibles en ligne. On vous donnera accès à toutes les ressources en fin de webinaire. Et enfin, que ce webinaire est enregistré. Et donc, à ce titre, un replay sera disponible pour tous les participants qui n'ont pas pu assister à ce temps de présentation. Donc, on a 1h30. On démarre maintenant sur un temps d'1h30. Donc, je me présente. Moi, je suis Maud Luverne, directrice du réseau français Ville Santé. Et donc, je vais laisser la main pour introduire le webinaire à Yannick Nadezan, qui est président du réseau et qui est élu adjoint à la santé et au vieillissement de la ville de Rennes. Donc, à vous la main. Et donc, voilà, allez-y. Merci Maud. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire. Vous êtes nombreuses et nombreux puisque j'observe qu'on est plus d'une centaine pour le moment et j'imagine que d'autres vont nous rejoindre. En plus, dans un jour qui n'était pas forcément le plus évident pour rassembler du monde aujourd'hui. On se retrouve après un gros travail qui a été réalisé par le réseau français des villes santé, qui regroupe, rappelons-le, plus d'une centaine également de villes et d'intercommunalités qui veulent promouvoir la santé à travers leur politique publique, mais aussi promouvoir la santé dans toutes ses dimensions, et puis une approche de la santé qui n'est pas simplement l'absence de maladie, mais qui est un bien-être physique et mental, un bien-être général, cette approche holistique, globale, positive de la santé. Elle nous amène à travailler sur un certain nombre de sujets, beaucoup de déterminants de santé. Évidemment, les questions d'offres de santé font partie des sujets que nous abordons, mais nous allons bien au-delà. Et depuis 2022, il y a un gros travail qui a été réalisé autour de l'alimentation saine et de l'activité physique, qui sont deux déterminants de santé très importants, vous le savez tous. C'est des déterminants de santé pour lesquels les villes ont une réelle capacité à agir à travers leur politique d'animation, de diffusion, de sensibilisation, mais aussi par les aménagements qui sont réalisés, évidemment sur l'activité physique. On a aussi un sujet à venir et peut-être qu'on pourra en parler dans la deuxième partie du webinaire, notamment c'est de faire peut-être de l'arrivée des JO de Paris l'année prochaine un événement qui permet aussi de promouvoir l'activité physique dans tous les domaines et selon une approche qui est la nôtre. On voit aussi sur les questions alimentaires un développement de l'investissement de nos territoires sur le sujet, une montée en compétences pendant longtemps sur les questions agricoles et alimentaires, et le fait intercommunal aussi, disons-le, aide à ça. Les collectivités étaient plutôt écartées du sujet et on voit qu'elles ont de plus en plus, elles s'en mêlent de ce sujet, elles sont de plus en plus
reconnus. Et donc, à travers cet ouvrage, qui a été un gros travail, pour lequel je veux remercier nos financeurs, la DGS et Santé publique France. On a eu un groupe de travail donc de nos villes avec des élus et les services, les techniciennes et techniciens qui se sont fortement investis, près d'une cinquantaine de collectivités. Et vous retrouverez dans cet ouvrage qui va vous être présenté des fiches actions, un retour d'expérience d'une trentaine de communes, beaucoup de métropoles, bien sûr, mais aussi de communes plus petites de partout en France, de métropoles, mais aussi des Outre-mer. Donc, bons travaux, bonnes réflexions, bons échanges à travers ce webinaire, et un remerciement en particulier aussi pour le secrétariat dirigé par Maud Luerne et Julie Boussard, qui a été aussi particulièrement à la manœuvre et particulièrement impliquée pour la réalisation de cet ouvrage et de ce travail. Peut-être quelques compléments aussi à avoir, puisque évidemment notre sujet ne s'arrête pas à la réalisation de cet ouvrage. Je pense par exemple à l'animation du groupe sport sur ordonnance par la ville qui est emmené par la ville de Strasbourg, la participation au comité de suivi du PNSS, du PMNS, et aussi une audition qu'on a eue au Sénat sur la lutte contre l'obésité l'année passée, et qui a donné lieu à une publication d'avis de la part de notre réseau. Voilà, sur pas être exhaustif, on a sans doute plein d'autres activités, mais en tout cas, sur l'alimentation saine et l'activité physique, on a là un exemple de l'utilité et du développement de l'activité de notre réseau. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour cette réussite. Et puis, profitez bien de nos travaux à travers ce webinaire. Merci à toutes et tous. Merci pour cette introduction. Alors, sans plus tarder, on va passer à la session de présentation de l'ouvrage. Donc, une session de présentation qui se fait à plusieurs voix pour montrer aussi le fait que cet ouvrage, il a vraiment été co-réalisé avec les membres du réseau. Donc, vont intervenir sur la présentation de l'ouvrage Marie Donarlan de la ville de Rennes, Pascal Finlay-Starkey de la ville de Toulouse, Marion Gassiot de la ville de Nantes, Lucille Vercouter de la ville de Valence et bien sûr Julie Boussard du réseau qui a participé et contribué très activement à l'organisation des GT et à la rédaction de cet ouvrage. Donc, allez-y, donc vous allez pouvoir tout savoir du contenu de cet ouvrage, donc disponible en format papier, mais aussi en ligne. Donc, vous pouvez le consulter également pendant la présentation aujourd'hui. C'est à vous. Merci beaucoup, Maud. Est-ce que tu peux me confirmer que le partage d'écran fonctionne? Merci beaucoup. On voit bien. Eh bien, en effet, bonjour à tous. Je commence cette présentation à plusieurs voix avec l'introduction. Donc, on va vous présenter, vous résumer, parce que c'est un ouvrage assez long, l'ouvrage Alimentation saine et activité physique, les villes et intercommunalités actrices en promotion de la santé. Alors, c'est un ouvrage qui reflète une approche globale de la santé, à l'image de l'approche des villes santé. De la même façon, les villes santé, en fait, abordent les sujets de l'alimentation et de l'activité physique de manière très globale, en prenant en compte l'ensemble des enjeux associés, que ce soit les enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires. Cela se reflète également au travers de leurs actions sur le terrain, car les villes santé ont la volonté d'agir sur l'ensemble des déterminants de la santé, en mobilisant à la fois leurs compétences obligatoires, mais aussi en mettant en place des politiques et des actions volontaristes. Les villes et intercommunalités sont identifiés comme des acteurs qui sont légitimes pour promouvoir une alimentation saine et promouvoir l'activité physique, notamment la déclinaison locale des plans et des programmes nationaux et internationaux est encouragée, comme dans le cadre du PNNS par exemple.
Voilà un petit peu pour, introduire nos propos, mais l'ouvrage qu'on va vous présenter, il est composé en 5 chapitres et il vise à identifier les différents leviers des villes et intercommunalités, pour agir sur la promotion d'une alimentation saine et de l'activité physique à travers des retours d'expérience des villes santé. Je laisse la main à Marion pour le premier chapitre de cet ouvrage. Bonjour. Donc oui, moi je vais vous présenter ce que les collectivités ont partagé pour la création d'un contexte facilitant pour agir donc en promotion de la santé dans le domaine de la nutrition. Il s'agit alors de se rapprocher du principe en effet de la santé dans toutes les politiques et de construire un cadre d'action transversal. Peut-être la diapo suivante, s'il te plaît, Julie. Et du coup, pour cela, les collectivités ont à leur disposition différents leviers, des outils de coordination comme les contrats locaux de santé, les projets alimentaires de territoire où les ASV sont très intéressants et apparus comme stratégiques, tout comme peut l'être la labellisation, par exemple, de villes actives du PNNS. À Nantes, par exemple, les calendriers d'élaboration du deuxième contrat local de santé et du PAT ont coïncidé et ça a facilité les croisements entre les actions de la ville et de la métropole en matière de santé. Au-delà de ces cadres, on a pu mesurer l'importance de l'observation et de la mise en place de diagnostics locaux pour concrétiser et veiller à la conduite d'actions pertinentes dans ces domaines. Par exemple, quand a partagé la réalisation d'un diagnostic concernant les habitudes de vie auprès des enfants et parents, ce qui a permis d'élaborer une feuille de route collective avec l'éducation nationale et de nombreux acteurs locaux. Comme nous évoquons ces démarches transversales, évidemment, on voit qu'il est important de mobiliser différents élus et services, comme ça peut l'être dans de nombreuses collectivités. Et puis, mener ce travail transversal, ça implique d'impulser ou de s'inscrire dans un mode de travail en réseau, donc avec des instances, des espaces à différentes échelles. Par exemple, à Nantes, on a des coordinations à l'échelle des quartiers et des instances à l'échelle de la ville et s'appuyer sur des acteurs ressources comme par exemple l'ASRAE Nutrition, c'est des appuis comme des partenaires extérieurs importants. Les échanges nous ont permis aussi de mesurer les enjeux des points de vigilance, parce qu'on a vu l'importance de la coordination, mais la nécessité de bien évaluer les moyens humains qui sont nécessaires à ces temps de coordination des acteurs et des actions, que les collectivités, des fois comme d'autres acteurs, rencontrent des difficultés pour pérenniser certaines actions, notamment d'un point de vue financier. On peut dépendre, comme d'autres, parfois d'appels à projets annuels ou avoir besoin d'un temps conséquent à consacrer à la recherche de financement. On a vu l'importance de diagnostics locaux, mais partager aussi la difficulté que peut représenter la question de l'évaluation ou de l'impact des actions. En tout cas, on a vu que ce partage tout au long des groupes de travail a été riche et inspirant autour de différentes actions que vous retrouverez dans l'ouvrage, comme le plan municipal Angers Sport Santé, qui depuis 2017 participe aussi à l'animation du réseau des maisons sport santé ou autrement, par exemple, le projet municipal de résidence alimentaire à Bordeaux avec la mise en place de conseils alimentaires dans les différents quartiers de la ville. Voilà pour les quelques exemples. Merci. Je reprends la parole pour vous présenter le chapitre 2 de cet ouvrage qui s'intitule « Créer des environnements favorables ». Alors ici, la notion d'environnement n'est pas uniquement restreinte à l'environnement physique et au bâti, même s'il est pris en compte, mais on englobe aussi l'environnement social et économique, donc l'offre disponible dans l'environnement de vie des personnes à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Pourquoi on s'intéresse aux environnements? Eh bien, parce que il est dit que les environnements conditionnent les choix, c'est-à-dire que l'adoption de comportements qu'on pourrait qualifier de comportements favorables à la santé est forcément influencée par les choix disponibles à l'échelle d'un quartier.
La création d'environnements favorables est un des axes de la promotion de la santé et les villes et intercommunalités ont différents leviers pour agir sur ces environnements. Par exemple, l'aménagement du territoire pour favoriser les mobilités actives et la pratique d'activités physiques. Alors, on peut penser au développement du réseau cyclable et piéton, mais aussi à penser et sécuriser ces aménagements pour qu'ils soient adaptés à tous, avec l'exemple, par exemple, à Metz, d'un diagnostic de marchabilité d'un quartier pour proposer des aménagements qui répondent aux besoins spécifiques des seniors. Un autre levier, celui de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts, par exemple. Alors là, l'enjeu pour les villes peut être de mettre une place à l'alimentation et à l'activité physique dans ces espaces, par exemple à travers, l'installation d'équipements sportifs en libre accès, mais aussi, comme, ça a été fait à Albi, en créant des espaces, comestibles où, la cueillette est en accès libre pour les habitants. Par ailleurs, je poursuis sur un autre levier, les villes santé, elles ont toujours cet objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Elles peuvent agir sur l'offre disponible sur leur territoire en multipliant les opportunités, mais aussi en essayant de lever les freins, économiques, géographiques et physiques d'accès, à une alimentation saine et à la pratique d'activités physiques. Alors là, les exemples sont très nombreux et on peut en citer que quelques-uns, mais par exemple, le levier de la gestion de la restauration collective pour les villes, c'est un levier direct pour favoriser l'accès à l'alimentation saine et durable. En pensant l'approvisionnement, favorisant, les circuits courts et le bio, par exemple, en appliquant aussi une tarification solidaire, ou alors, d'autres exemples d'actions sur le volet activité physique, par exemple avec, à Porto Vecchio, la création d'une école municipale, des sports mise en place par la commune ou encore, d'autres actions et dispositifs, comme le dispositif de financement des licences sportives pour les enfants, à Poitiers. Voilà, en tant qu'employeur aussi, les villes et intercommunalités ont un rôle à jouer dans la création d'environnements professionnels qui soient favorables pour les agents. Ça peut être en proposant une offre, de sport municipal qui soit adaptée à la fois aux horaires et aux contraintes professionnelles des agents des collectivités. En termes d'enjeux et de points de vigilance, alors c'est vrai qu'agir sur les environnements oblige, de penser global, et donc de mobiliser toutes les compétences de la ville, et elles sont nombreuses. Ça peut être, les compétences en santé, en sport, la restauration collective, les espaces verts et bien d'autres. Toutes les différentes casquettes des villes et tout ça dans l'objectif de donner une opportunité aux habitants de faire des choix favorables à leur santé. Mais cela implique aussi, de penser toutes ces solutions, qu'elles soient adaptées aux différentes populations, mais aussi, adaptées aux réalités locales, qui peuvent différer d'un quartier à un autre, par exemple. On poursuit avec le chapitre 3. Alors, je vais vous parler du renforcement du pouvoir d'agir des individus. Alors, en fait, il s'agit de permettre à chacun de monter en compétences et connaissances pour favoriser l'adoption de comportements favorables à la santé. Alors, un des enjeux importants qu'on a pointé, c'est de ne pas surresponsabiliser les personnes, parce qu'on sait que ce que vient de dire Julie, c'est la conjonction de plusieurs stratégies d'action qui permet l'évolution des comportements. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Et en matière de renforcement des compétences et des connaissances, souvent, il y a de nombreux acteurs qui s'investissent sur le terrain de façon très opérationnelle au sein d'une collectivité, les autres institutions, les associations, notamment sur le volet alimentation. Et donc, on a pointé l'importance de se coordonner entre acteurs pour assurer une plus grande efficience des projets. Et enfin, il y a deux autres points de vigilance qui méritent d'être soulignés. D'abord, le fait de s'adapter à son public. C'est vrai que selon l'âge, l'environnement dans lequel on évolue, l'offre à laquelle on a accès, le mode de vie, l'état de santé, tout ça influence les besoins des personnes et donc du coup les actions qu'il faut envisager. Et puis, dernier point de vigilance, c'était le poids du gros influenceur extérieur qui est le marketing alimentaire et notamment son influence auprès des jeunes et pour lequel là, le levier d'action il est plutôt réglementaire. Voilà, mais sinon, de façon plus générale, les leviers d'action que le groupe de travail a identifiés sont les suivants. D'abord, travailler sur l'information et la sensibilisation. Donc là, les exemples sont très nombreux. Mais par exemple, sur l'information, ça peut être de faire connaître les pistes cyclables ou les parcours de marche de la ville. À l'instar de Brest, par exemple, qui a créé un guide des boucles urbaines avec différents parcours de difficultés variables
en pointant par exemple tous les intérêts culturels sur le parcours. La sensibilisation, ça peut être auprès des publics directement, par des ateliers cuisine, des créations de carnets de recettes, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, qui a été souligné, c'est la sensibilisation d'acteurs locaux pour partager une même culture commune et pour que ces acteurs soient eux-mêmes relais dans leur pratique. Donc, par exemple, la ville de Paris, elle forme chaque année environ 100 animateurs sur le volet de la nutrition notamment. Autre levier, l'organisation de temps forts. Alors, ce n'est pas une fin en soi, car les données probantes en nutrition montrent que ce sont des actions qui s'inscrivent dans le temps, qui sont surtout efficaces. Mais les temps forts, c'est aussi des occasions de lancer une dynamique. Donc, ils peuvent se baser sur des événements nationaux, mais peuvent être aussi des initiatives locales. À Toulouse, par exemple, on organise le Festival du bien manger, ou alors chaque année une journée sport au féminin pour les femmes, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Un autre levier, c'est aller vers les publics pour réduire les inégalités d'accès à l'information. Et dans plusieurs villes, par exemple, il y a des camions ambulants qui se mettent en place. Par exemple, à Amiens, il y a maintenant le Food Truck Women qui est mené par des ambassadrices de santé sur des lieux de distribution alimentaire, où l'idée est de réaliser des recettes et proposer des dégustations avec les denrées du panier. Il y a aussi, par exemple, le Sport Truck d'Angers qui permet de se déplacer dans les quartiers et permettre l'accessibilité du sport pour les personnes qui ne se déplacent pas ou peu. Et enfin, le dernier levier que le groupe de travail a pointé, c'est bien sûr la participation des habitants, qui est un levier majeur, qui bien sûr favorise l'adhésion et puis aussi qui permet d'être juste dans l'outil ou l'action qu'on développe. Donc la participation, elle peut être à plein de niveaux, de l'animation à la construction d'un projet et même, pourquoi pas, très en amont dans la réflexion autour d'un projet. Alors à Lyon, par exemple, il y a le projet Bien manger pour ma santé qui sensibilise des enfants qui deviennent à leur tour ambassadeurs auprès de leurs pairs. Ou alors un dernier exemple, à Bordeaux, les conseils alimentaires de quartier dont Marion a parlé, qui ont été créés sur les modèles des conseils de quartier et qui permettent d'établir des diagnostics et identifier les besoins en matière de nutrition. Voilà. On ne t'entend pas, Marie, ton micro est coupé. Voilà, parfait. Pardon. Je vais vous parler de l'approche par les milieux de vie qui en fait décrit la capacité à agir des villes sur l'environnement dans lequel les individus évoluent au quotidien. Donc il y a 2 milieux de vie qui sont privilégiés par les villes santé. Dans tous les échanges qu'on a eus, on a pu identifier que le quartier ou les quartiers et l'école étaient 2 milieux de vie qui permettaient d'agir plus facilement, qui étaient des leviers vraiment intéressants pour les villes et les intercommunalités. Donc le quartier, tout simplement parce que, et notamment quand on cible les quartiers politiques de la ville, on sait qu'on va y trouver les situations les plus difficiles par rapport aux questions de santé. Donc c'est intéressant de pouvoir y aller et on peut notamment y mobiliser par le biais de la politique de la ville différents financements et donc venir encourager des acteurs de l'activité physique ou des acteurs autour de l'alimentation à venir plutôt sur ces territoires, développer leur action plutôt qu'ailleurs. Ensuite, le quartier, finalement, c'est aussi la possibilité de venir s'adapter à une réalité locale et donc de pouvoir développer des actions relatives à l'alimentation ou à l'activité physique qui soient vraiment des actions de proximité adaptées aux conditions de vie d'un individu, à son quotidien. Et ça va être aussi l'opportunité de s'appuyer vraiment sur les ressources locales, donc sur les acteurs locaux. Donc c'est les mêmes acteurs finalement qui vont être au contact quotidien des populations auprès desquelles on souhaite agir et auprès desquelles on souhaite passer un message ou aider à adopter un comportement qui serait favorable à la santé. Donc dans l'ouvrage, on a de multiples actions de cet ordre-là. On peut notamment citer l'action du potager à la cuisine qui a été menée à Brest, qui s'appuie sur les jardins partagés pour développer des actions autour de la cuisine. Ensuite, on a effectivement, en tant que ville, on a le levier de l'école. Julie, si tu peux remonter, s'il te plaît. Le levier de l'école, on sait que l'éducation, c'est un déterminant majeur de la santé. Et donc, les villes ont cette capacité à pouvoir agir hors les murs de l'école, mais aussi dans les murs de l'école. C'est forcément l'école, c'est un lieu privilégié pour développer des actions auprès des enfants, des parents, mais aussi de la communauté éducative.
Ça permet d'avoir des actions de sensibilisation sur les temps scolaires, périscolaires, mais aussi au niveau de la restauration scolaire. On le voit par exemple à Rennes, on développe un événement qui s'appelle Touraine Cuisine, qui permet vraiment d'agir sur l'environnement de façon globale, sur le quartier, mais aussi à l'école et en dehors de l'école. La plupart des villes ont aussi la gestion de la restauration scolaire, ce qui permet là d'avoir un levier. Par exemple, beaucoup de villes ont des diététiciennes pour développer des menus qui vont être équilibrés et adaptés aux besoins de l'enfant. Et puis, ça va être aussi l'opportunité de développer, par exemple, des formations pour le personnel qui vont encadrer le repas et aussi tous les personnels qui vont animer les temps périscolaires. Donc c'est aussi tout ça, c'est des leviers finalement sur lesquels on peut s'appuyer pour de la formation, mais aussi pour de l'animation sur l'alimentation ou favoriser aussi la pratique d'activité physique. Et ensuite, on en parlait tout à l'heure, les villes ont une capacité à agir sur l'environnement scolaire de façon assez concrète, puisqu'elles vont pouvoir intervenir par exemple sur l'aménagement d'une cour d'école, pour qu'une cour d'école soit plus adaptée à la pratique d'activité physique, ou en tout cas le favorise et le permet, ou avoir aussi une cour d'école qui favorise la mixité des pratiques. Et en fait, on se rend compte globalement que agir par les milieux de ville, et on a vu des actions très intéressantes, notamment au niveau de l'agglomération thionvilloise, où effectivement la ville pouvait agir et à l'école et en dehors de l'école. C'est vrai qu'on est sur l'approche par milieu de vie, on permet vraiment de réfléchir à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, puisqu'on est là au plus près du quotidien de l'individu. Après, on s'est rendu compte dans nos différents échanges qu'on avait toujours pas mal de difficultés pour intervenir sur le temps scolaire, avec des fois des difficultés de partenariat avec l'éducation nationale, souvent dues simplement à des questions de moyens humains ou de moyens en termes de temps qui soient disponibles. Mais c'est possible, il y a plein d'actions décrites qui montrent que c'est tout à fait possible. Et puis ensuite, on a parlé de la restauration scolaire comme un levier vraiment intéressant. Après, c'est aussi un levier pour lequel on a beaucoup discuté des difficultés, des contraintes. On peut parler de la loi Egalim notamment. Beaucoup de villes ont d'ores et déjà avancé sur cette loi, ont réussi à anticiper pas mal de choses, mais ça reste quand même des contraintes, des questions de conditionnement, des questions de matériel et de formation qui sont importantes à prendre en compte et parfois difficiles pour les villes. Bonjour, moi je vais aborder plutôt la question de la promotion de l'activité physique et d'alimentation saine à des fins thérapeutiques. On connaît le lien entre activité physique, sédentarité, alimentation et santé. On sait que l'activité physique régulière et l'alimentation saine et équilibrée sont des facteurs protecteurs pour des personnes atteintes de maladies chroniques. Qu'ils peuvent faire diminuer des symptômes de certaines pathologies et que ça fait partie des traitements non médicamenteux. Par exemple, ça peut être conseillé par rapport au diabète. La nutrition est aussi un enjeu majeur de l'éducation thérapeutique du patient. Et la prescription d'activité physique adaptée à la situation de chacun est inscrite dans la loi de modernisation du système de santé 2016. Enfin, on sait aussi que les actions d'alimentation portant sur l'alimentation ou l'activité physique adaptée contribuent à promouvoir la santé mentale. Alors, dans ces thématiques-là, quels sont les leviers pour les villes ou les intercommunalités? Certaines villes portent ou coportent une offre de soins municipale où la nutrition et ou l'activité physique adaptée trouvent leur place. C'est le cas, par exemple, à Conflans-Sainte-Honorine, ou un centre qui gère un centre municipal de santé, et où les patients diabétiques sont orientés vers un programme d'éducation thérapeutique du patient. À Fontenay-sous-Bois, qui gère aussi 2 centres municipaux de santé et qui met en place des consultations de réentraînement à l'effort.
ou au Centre Santé Jeune de Valence, où nous mettons en place des consultations avec une diététicienne, des actions collectives avec une diététicienne et une orientation des jeunes sédentaires vers un coaching sportif. Voilà, toutes ces actions des centres municipaux de santé sont très souvent pluridisciplinaires et pluripartenariales. L'autre axe par lequel les villes peuvent avoir des leviers, c'est en soutenant le développement de l'offre de sport santé et d'activités physiques adaptées. C'est le cas, par exemple, à Strasbourg, où on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, avec le sport santé sur ordonnance, qui est porté par un groupement d'intérêt public de la Maison Sport Santé de Strasbourg. C'est aussi le cas à La Rochelle qui propose un programme municipal d'activité physique adaptée en coordination entre la direction santé et la direction des sports. Ou Saint-Quentin en Yvelines qui a un service santé intercommunal et qui met à disposition des équipements sportifs pour l'activité physique. Certaines villes aussi font de la communication en direction des médecins pour favoriser la prescription, puisque les médecins ne prescrivent encore pas suffisamment ce type d'activité. Les villes ont donc un rôle à jouer pour faciliter le déploiement et pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Les freins ou les enjeux qui peuvent se présenter, c'est le problème de la pérennité de l'adhésion des patients et donc de favoriser une transition entre une activité physique adaptée et une offre sportive qui soit adaptée dans la durée. La question du non-remboursement par la sécurité sociale des interventions non médicamenteuses a été aussi soulevée. Et puis le fait qu'il n'y a pas toujours suffisamment d'offres d'activités physiques adaptées de droit commun, on va dire. Voilà. Et je poursuis après ces 3 chapitres. L'ouvrage, en fait, contient une conclusion avec des recommandations des villes santé. Alors, je vais faire très rapide, mais c'est vrai que les villes, en lien bien sûr avec les acteurs de terrain, parce qu'elles n'agissent pas seules, sont initiatrices d'actions et sont le lieu d'expérimentation. Cette expertise pratique de proximité doit être valorisée et c'est pourquoi intégrer davantage les villes et intercommunalités dans la gouvernance des plans nationaux et régionaux permettrait une meilleure cohérence entre tous les niveaux d'intervention. Ensuite, c'est vrai que tous les dispositifs locaux à disposition des villes et intercommunalités tels qu'ils ont été cités, les contrats locaux de santé, les ateliers santé-ville, les projets alimentaires territoriaux, par exemple, nécessitent des moyens humains et financiers pérennes, pour pérenniser à la fois les actions, le soutien aux acteurs de terrain, aux acteurs de quartier, mais aussi un soutien périn pour la coordination et les postes de coordinateurs justement en place dans les villes. Enfin, je finirai avec le fait que les villes santé mettent un point d'honneur sur la manière d'aborder la thématique de l'alimentation pardon, et de l'activité physique dans une approche positive et non culpabilisante. En prenant en compte l'ensemble des conditions de vie des personnes, en adaptant les messages en fonction des populations et de leurs besoins et en mettant en valeur aussi tous les savoirs issus de l'expérience, puisque, c'est pour ça que les villes santé développent, l'aller vers, les démarches de participation citoyenne dans l'objectif de faire entendre, valoriser, les besoins et les attentes des populations, y compris, celles qui sont les plus éloignées, de la santé. Donc voilà, nous avons fait un résumé assez rapide de l'ouvrage et de ce qu'il peut contenir, mais on vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller le découvrir plus en détail. Il y a beaucoup d'autres exemples d'actions et puis des sujets qui sont un peu plus détaillés. Donc il est disponible en ligne sur le site internet du Réseau français Ville Santé et en version imprimée sur commande auprès du secrétariat du réseau.
Merci Julie, merci à toutes pour cette présentation à plusieurs voix de l'ouvrage qui est très dense, qui est très complet. Là, vraiment, ça a été un aperçu très superficiel finalement du contenu qui est très, très, très détaillé dans l'ouvrage. Donc, bien sûr, on vous invite à aller voir. Là, maintenant, on va commencer une session qu'on appelle le regard croisé, donc une table ronde en ligne donc de 4 intervenants. 2 élus du réseau et 2 intervenants extérieurs, si on veut. Donc, une personne de Santé publique France et une personne du SRAE Nutrition. On va d'abord vous laisser la parole chacun pour des propos introductifs pour 3 à 4 minutes à peu près. Et ensuite, je vous poserai quelques questions pour aller préciser certains aspects. Donc, lors de ces interventions, n'hésitez pas à intervenir donc, dans l'outil conversation. Et donc, on prendra quelques-unes de vos questions à la fin de ce temps de regard croisé. Donc, je vais d'abord donner la main à Madame Marie-Christine Staniek-Wavran, donc qui est élue adjointe à la santé à la ville de Lille. Donc, on espère que le micro va fonctionner parce qu'on a eu quelques soucis techniques. Madame Staniek, voilà, vous avez sûrement beaucoup d'actions à Lille et que vous portez aussi à votre connaissance en tant que vice-présidente du réseau. Comment est-ce que cet ouvrage reflète les actions des villes? Comme je vous voyais aussi acquiescer lorsqu'on présentait les recommandations, vous en tant qu'élu, quel message vous portez aussi sur ces questions, en particulier du rôle des villes et de l'articulation entre les différents acteurs pour vraiment arriver à des objectifs pour arriver à une consommation, d'une alimentation plus saine et comment les villes le favorisent. Voilà, donc je vous laisse la main pour quelques minutes. Bonjour, vous m'entendez? Ça fonctionne très bien. Très bien. Merci de me donner quelques instants la parole pour qu'effectivement, dans le document qui a été élaboré, on retrouve l'ensemble des sujets que les villes ont à affronter parfois, les difficultés, mais aussi tout l'intérêt, parce que vous avez raison, et dans les conclusions, c'est important de montrer l'intérêt de la collectivité, parce qu'elle est en proximité, elle connaît les acteurs, et elle peut effectivement, au travers de réunions de coordination, arriver à développer des dynamiques locales. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important sur cet aspect qui est que chacun d'entre nous a mis en valeur, c'est-à-dire avoir effectivement cette notion de coordination sur le territoire. C'est vrai que ça a un coût pour les collectivités et avoir des financements sur cette question, parce que quand on arrive à avoir une vraie coordination, on peut mener des actions sur la durée. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des partenaires qui nous proposent une action pendant 1 an, mais tout l'intérêt d'un travail sur l'alimentation ou sur l'activité physique, c'est bien évidemment d'avoir la capacité de le faire sur la durée et de pouvoir évaluer si tel ou tel type d'action a un impact ou pas. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que plusieurs d'entre nous ont évoqué, cette notion de coordination, de moyens pour mobiliser les professionnels qui connaissent, qui travaillent sur ces sujets, mais aussi les associations avec les bénévoles, parce qu'il ne suffit pas de mettre en place une action, il faut qu'il y ait du public qui aille sur l'action. Et donc, l'intérêt d'avoir cette articulation au plus près du terrain, c'est vraiment essentiel. C'est valable sur l'alimentation, c'est valable sur le sport. Mon collègue l'évoquera tout à l'heure. Et sur le sujet de l'alimentation, sur la ville, on a vu que c'était pour nous le fait de connaître, de percevoir les besoins, de pouvoir imaginer des choses un petit peu différentes. On y reviendra peut-être après, Maud, si les questions. Mais je crois que c'est vraiment cette connaissance, cette volonté d'aller, de travailler sur la durée et de changer les messages. C'est très simple de dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça ne veut absolument rien dire pour certaines populations. La grande rigolade aujourd'hui, c'est moi j'ai mangé mes 5 cerises, je suis tranquille. D'accord. Et donc, c'est comment on fait concrètement pour amener des publics à faire les courses avec eux dans un magasin et pour dire, vous voulez acheter un paquet de chips, mais on peut acheter ça et ça viendra moins cher. C'est vraiment reprendre à la base. Et donc, ce n'est pas sur 1 an, mais c'est effectivement sur des groupes de population qu'on va travailler sur la durée. Merci, ça tend vraiment la main à la prochaine intervenante, donc Florence Rostand.
donc qui est chargé de mission promotion de la santé à la direction prévention et promotion de la santé de l'unité alimentation et activité physique de Santé publique France. Je pense que j'ai tout dit. Donc, vous avez également reçu l'ouvrage. Voilà, vous en savez plus sans doute maintenant, mais vous le saviez déjà sans doute sur tous les leviers sur lesquels les villes peuvent agir. Bon, maintenant, comment une agence comme Santé publique France rejoint ces priorités-là, vient peut-être accompagner, outiller les collectivités pour aller dans le sens de ces objectifs d'alimentation saine et de plus de pratiques d'activité physique et de lutte contre la sédentarité, parce qu'on sait que c'est aussi un élément évidemment important. Donc, allez-y. Oui, déjà, je voulais vous remercier, enfin, remercier le réseau d'avoir invité Santé publique France à ce webinaire pour le lancement de cet ouvrage. C'est vrai qu'on a balayé énormément de choses en fait en discutant donc des 5 chapitres de l'ouvrage. Et donc, on vient effectivement d'évoquer notamment l'élaboration des recommandations alimentaires. Donc, il y a beaucoup d'actions qui figurent dans l'ouvrage qui viennent en écho de ce que effectivement Santé publique France fait au niveau national. Alors, ces recommandations, évidemment, elles sont faites en direction on va dire, de différents publics et elles servent de référence pour la restauration collective. Effectivement, on parle des 5 fruits et légumes. Alors maintenant, on est plus, on va dire, dans des étapes où on essaie d'accompagner un petit peu les gens, les collectivités, vers des changements par étapes, on va dire ça comme ça, des petits pas. Et en fait, on se dit qu'au bout des petits pas, il peut y avoir finalement une grande évolution. Les changements de comportement, vous l'avez dit, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que justement, dans les nouvelles recommandations, il y a la notion d'aller vers qui vient d'être évoquée pour notamment, on va dire, réorienter certaines consommations alimentaires, par exemple les féculents complets par rapport à plutôt des féculents raffinés, etc. Donc ça, c'est un des premiers points qui nous permet aussi, enfin, je parlais de diffusion parce qu'effectivement, quand il y a des expositions, des stands, des colloques ou des séminaires, vous savez que tous ces documents aussi peuvent être à votre disposition. On parle si on continue sur l'alimentation, bien sûr, moi je vais évoquer le déploiement du Nutri-Score, hein, qui est aussi une incitation finalement à une amélioration nutritionnelle de l'offre alimentaire et qu'on accompagne justement par une meilleure information des consommateurs. Ça, c'est une action qui est assez importante et qui prend énormément d'ampleur puisqu'on est maintenant on va dire, à une échelle européenne avec le déploiement du Nutri-Score. Dernier point et qui a été aussi évoqué, je vais parler du plaidoyer qui a été fait, qui est important, très important pour nous, pour limiter l'exposition des enfants effectivement à la publicité des produits gras, salés, sucrés. Donc, il y a un rapport qui est sorti en juin 2020, ainsi qu'une synthèse, et je pense qu'il y a donc beaucoup de documents qui seront disponibles à l'issue du séminaire du webinaire, pardon, et que nous avons communiqué en tout cas au réseau pour qu'il puisse être mis à disposition. Je pense que côté temps, c'est peut-être, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, on pourra revenir éventuellement, mais allez-y, vous pouvez clôturer sur un dernier point, et puis je vous redonnerai la main après. D'accord, merci. Juste un dernier point, évidemment, je vais parler d'activité physique et de sédentarité, ça a été évoqué aussi. Donc, côté Santé publique France, en fait, nous promouvons la démarche ICAPS et ça se fait via le Centre national d'appui au déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité. Et moi, j'ai pu voir parmi la liste des inscrits, en tout cas, beaucoup d'ARS concernés et notamment, je sais que, par exemple, côté des Ardennes, il y a plusieurs sites pilotes partout, plusieurs sites qui déploient le CAPS, mais en tout cas, il y en a du côté des Ardennes et puis du côté aussi de la ville de Delle, donc plutôt vers la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, le CNDAPS travaille aussi avec des collectivités dans ce sens.
Merci. Donc, on commence à avoir quelques exemples. Alors, pour aller justement encore plus de manière plus concrète, je vais donner la parole donc au docteur Alexandre Fels, donc, qui est élu adjoint à la santé à la ville de Strasbourg. Donc, docteur Fels, vous êtes animateur, acteur très actif, notamment sur les enjeux du sport santé, puisque au sein du réseau, vous animez le groupe de travail sport santé sur ordonnance depuis quelques années maintenant. Voilà, comment est-ce que vous pouvez promouvoir, identifier tous ces leviers d'action des villes en faveur de l'alimentation saine, mais aussi et surtout la pratique d'activité physique, peut-être avec quelques exemples à Strasbourg. Et oui, merci beaucoup d'abord au réseau d'avoir organisé cette restitution. Merci de la présence nombreuse des différents invités. J'aurais bien aimé parler en fait d'alimentation, notamment de l'ordonnance verte qui permet à Strasbourg à plus de 500 femmes enceintes d'avoir des paniers bio gratuits sur ordonnance et des informations autour des perturbateurs endocriniens. J'aurais pu aussi parler des jardins sur ordonnance qui sont en train de travailler sur jardin et santé mentale. Mais bien sûr, je vais vous parler d'activités physiques et sportives. Juste peut-être 2-3 éléments de contexte. Vous le savez, mais je crois qu'il faut le rappeler, hein, l'impact de la sédentarité et de l'activité physique en France, un rapport de France Stratégie, c'est 140 milliards par an. Enfin 140 milliards par an. C'est énorme. Aujourd'hui, la sédentarité et l'activité physique est en explosion, notamment chez les jeunes. Hein. On a une perte carrément des capacités cardio-respiratoires de plus de 30% chez les adolescents et 2 tiers des jeunes n'arrivent pas aux recommandations sur l'activité physique et la sédentarité. Donc, on a une explosion de cela. Et donc, il y a deux impacts, donc 2 actions qui me semblent majeures à mettre en place. C'est tout ce qui se passe autour de l'école, les recommandations là, de la commission de Land dont je parlais tout à l'heure, demande à ce que dans tous les collèges, tous les lycées, dans toutes les écoles, il y ait une évaluation de la capacité physique. Hein. C'est un enjeu qui est majeur. Hein. On sait cet impact au niveau social, mais aussi au niveau santé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, comme vous l'avez dit, les éléments d'évaluation actuellement de l'efficacité de l'activité physique engagent un financement national via l'ONDAM, notamment par rapport aux maisons du sport santé, mais aussi de l'activité physique. Hein. Donc les villes, bien sûr, prennent toute leur part, certaines ARS également, mais on a, par exemple, l'ARS Grand Est, mais on a une inéquité incroyable sur le territoire par rapport aux actions. Bien sûr, les villes peuvent compenser cela, mais il faut aujourd'hui une politique nationale sur la sédentarité et l'inactivité physique. Malheureusement, les Jeux olympiques, même s'ils étaient une option possible, les moyens qui ont été mis en place dans l'héritage sont peu importants, peu coordonnés sur notamment la prévention primaire. Il faut aller plus avant. Il nous reste maintenant 1 an et demi pour avancer. Les villes font leur part et sont très impliquées dans cette préparation, mais il faut des soutiens plus conséquents aujourd'hui pour cette promotion de l'activité physique qui a des vertus sanitaires, mais aussi des vertus sociales, des vertus de cohésion sociale. Bien sûr, les villes, et c'est bien décrit dans l'ouvrage, ont des compétences, notamment sur l'aménagement du territoire et développer. Alors, de finir sur ça, c'est vrai que moi, je le vois à Strasbourg et je le vois en France, on n'a pas encore la culture du nord de l'Europe. C'est-à-dire que quand on fait une piste cyclable, on n'a pas ce réflexe de l'impact sur la santé. Ça va tellement loin que dans les pays du Nord, le ministère de la Santé cofinance les pistes cyclables. Hein. Vous savez que l'État a commencé à le faire, mais c'est les villes et surtout les intercommunes qui aujourd'hui financent ces lieux. Donc l'aménagement urbain est bien sûr essentiel pour permettre une activité physique de qualité. Alors peut-être que chacun pourra aussi donner quelques exemples par la suite, mais je vais donner la parole au dernier intervenant, donc Florane Dumont,
donc qui représente le SRAE Nutrition. Donc, vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition en Pays de Loire, alors qui, je crois, être assez originale dans sa façon, dans sa manière de travailler et d'exister. Donc voilà, qui êtes-vous? Expliquez-nous pour ceux et celles qui éventuellement ne connaissaient pas. Et comment est-ce que vous abordez ces questions d'alimentation et d'activité physique avec les collectivités? Oui, merci. Donc effectivement, je travaille à la SRAE Nutrition, qui est la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition en Pays de la Loire, avec un financement historiquement ARS, donc plutôt volet santé. Puis on a eu d'autres sources de financement par la suite, donc la DRAGES côté ministère des Sports. Et récemment, depuis l'année dernière, de l'ADEME, plutôt en lien avec la transition écologique. Et nos grandes missions, c'est d'accompagner tous les acteurs qui travaillent autour de la nutrition au sens large, donc aussi bien autour de l'alimentation et de l'activité physique avec une perspective de promotion de la santé, mais aussi autour de tout ce qui est obésité et dénutrition. Et donc, dans le cadre de notre accompagnement spécifique des collectivités locales, qui était une mission historiquement ARS, on a été amené à accompagner notamment les collectivités via les contrats locaux de santé. Et puis, en 2021, on a eu ce nouveau financement de l'ADEME pour accompagner les projets alimentaires territoriaux au niveau des collectivités locales. Et en fait, ça nous a poussé à faire évoluer notre façon d'accompagner ces collectivités, notre discours, parce que quand on a eu cette nouvelle mission d'accompagnement des projets alimentaires territoriaux, on est allé les rencontrer et on s'est rendu compte que quand on parlait santé, certains ne nous disaient absolument pas travailler sur cette question-là. Et quand on creusait, dans les faits, ils travaillent sur le sujet de l'alimentation qui a un impact indirect sur la santé. Et donc, ça nous a poussé un peu dans nos retranchements et notre façon d'aborder cette thématique. Et on a fait un peu évoluer notre discours pour pouvoir parler au plus grand nombre. Et donc, maintenant, on aborde ce sujet-là en disant que la santé, notre santé, elle dépend de celle de la planète et que les politiques publiques, elles ont à s'engager sur ces deux sujets, que ce soit la santé humaine ou la santé de la planète. Et un des moyens de limiter les effets du changement climatique, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Or, on sait qu'en France, par habitant, les deux plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont en un, le transport et en deux, l'alimentation. Et on voit bien là, donc, le rôle que les collectivités, elles peuvent jouer sur ces deux leviers forts, qui sont à la fois l'activité physique via les mobilités actives pour les trajets courts de moins de 5 km, et le deuxième levier de l'alimentation pour promouvoir une alimentation saine, de qualité et durable dans les territoires. Et donc, avec cette porte d'entrée un peu plus large, on a réussi à mobiliser plus d'acteurs sur ce sujet et montrer qu'en fait, ces deux sujets, que ce soit l'alimentation ou l'activité physique, ce sont des sujets transversaux qui peuvent être traités au sein des collectivités locales et que les collectivités ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer, vous l'avez dit, de quelle façon? Ça a été dit avant, en termes de sensibilisation de la population. Mais aussi et surtout, on les amène à se questionner sur leur rôle sur l'aménagement du milieu et l'environnement favorable à la santé. Parce vous l'avez dit dans les exemples, tout ce qui est aménagement de pistes cyclables, travail autour de la restauration collective, etc., c'est ça qui vont faire que, au-delà des temps de sensibilisation, les habitants vont pouvoir promouvoir des comportements favorables à leur santé. Et donc concrètement à la SRAE Nutrition, comment est-ce qu'on travaille? Nous, on a un rôle vraiment d'accompagnement un peu global au niveau régional. Donc on a organisé des webinaires thématiques pour mettre en avant certaines actions qui portent leurs fruits et présenter ce qui existe sur les territoires. Et on s'est rendu compte que via ces webinaires, on touchait des personnes déjà sensibilisées, informées sur ces sujets-là, et qu'on avait du mal à sensibiliser, toucher les élus. Donc notre enjeu là sur cette année, c'est d'aller faire des formations en lien avec les associations des maires de France pour sensibiliser les élus à ces questions à la fois de santé environnementale autour de l'alimentation et de l'activité physique. Et puis, on a aussi développé tout un travail de partenariat avec les acteurs locaux qui, eux, interviennent dans les collectivités. Nous, on n'intervient pas directement auprès du public pour pouvoir avoir un réseau d'acteurs qui peuvent, eux, intervenir sur tous ces sujets d'alimentation, d'activité physique, de mobilité, etc. Et puis, juste pour aussi revenir un petit peu sur ce qui a été dit, quand vous avez présenté le livret, on parlait beaucoup de promotion de la santé au début quand on allait auprès des collectivités. Et en fait, maintenant, on met également en avant la Charte de Genève de 2021 qui met en avant cette nécessité d'avoir des actions qui soient dans le respect des limites écologiques
Et donc, ça nous permet aussi de toucher de manière un peu plus large les professionnels. Et parfois, le terme de promotion de la santé, ça peut faire peur à certains acteurs qui sont totalement éloignés et qui ne voient pas le rapport avec leurs actions. Et donc, il y a ma collègue, je vois dans le chat, Aurélie, qui est aussi là pour répondre aux questions dans le temps d'échange et de discussion. Merci beaucoup alors pour cette large introduction. Alors, on va aborder différents sujets dans les questions, mais voilà, il y a quelques sujets qui ressortent quand même dans tout ce que vous dites autour des inégalités, à la fois sociales et territoriales, à la fois sur les approches globales. Tout est lié, alimentation, activité physique, lutte contre la sédentarité. On voit que ces approches globales, elles servent aussi à être plus efficaces et comment tout ça s'inscrit dans les questions de transition écologique et environnementale. Alors là, je vais avoir une question qui va s'adresser à Madame Staniek, peut-être d'aller un petit peu plus concrètement, par exemple à Lille, et voilà, comme on a parlé de politique des petits pas, mais comment est-ce qu'à Lille, justement, vous avez mis en place peut-être plein de petits pas dans différentes directions. Alors, je pense aussi aux questions de santé physique, mais aux questions de santé mentale. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir finalement s'inscrire sur les questions d'alimentation et d'activité physique également, à la fois en termes d'équipement. Est-ce qu'il y a des formations éventuellement peut-être qui ont été développées ou un travail sur la restauration collective? Voilà, est-ce que vous avez peut-être des éléments que vous pourriez nous apporter concrètement du point de vue lillois? Donc, j'ai 3 heures pour présenter ce qu'on fait à Lille. En 2 minutes. Donc, on a effectivement la chance d'avoir une politique qui est un peu enseigne sur les questions de restauration et d'activité physique. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a une élue adjointe au sport et on a une élue qui est chargée de sport santé. Donc, vous voyez, cette question de sport santé est intégrée très physiquement. On a une élue qui est chargée de la restauration et de l'alimentation. Vous voyez, on a vraiment inscrit dans les délégations des sujets thématiques parce qu'on avait une pratique un peu ancienne de ces sujets. Et je crois que c'est important que des élus soient inscrits clairement sur des thématiques. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas s'en occuper, mais au moins on a une lisibilité et on a des éléments de référence. Je voulais réinsister là-dessus parce que je crois que c'est important. Vous avez évoqué, on parle aujourd'hui de l'environnement et de la santé. Il y a des élus qui travaillent sur ces sujets-là depuis très longtemps et qui n'avaient pas obligatoirement dans leur culture fait le lien santé. Et quand nous, on a fait notre plan santé, on est allé voir les élus en leur disant « Bon, alors, qu'est-ce que tu fais en matière de santé ?»« Oh, mais c'est pas moi. » « Si, c'est toi. » Et du coup, en reprenant avec eux ce qu'ils font, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans toutes les délégations, mais qui, effectivement, quand on dit santé, vous avez raison de le dire, ah non, c'est pas moi. Et donc, c'était important d'entamer cette culture générale pour qu'effectivement, on puisse aborder l'ensemble des sujets santé au travers de prismes complètement différents. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on est une ville très minérale, hein, Lille, c'est très minéral. Donc, dans le temps, il y avait les jardins ouvriers. Et puis ça avait disparu. Et puis en fait, aujourd'hui, on est complètement revenu. Alors ça s'appelle des jardins partagés, ça s'appelle des jardins de proximité. Enfin bref, il y a plein de noms. Mais on a effectivement dans la rénovation urbaine intégré des espaces pieds d'immeubles, petits espaces où les habitants peuvent descendre et en proximité des immeubles retravailler. Bon, on ne sera pas sur des grosses cultures, mais au moins sur cette notion de l'alimentation, c'est quelque chose qu'on peut faire convenablement. Vous voyez, très concrètement, des petits espaces. C'est aussi plus, mais là, c'est un plus gros projet, c'est sur un quartier, c'est un quartier à santé positive, où on va travailler sur une ferme urbaine dans la ville, sur un quartier, mais également sur un autre quartier de la ville, parce qu'on pense que les habitants seront plus intégrés dans la réflexion et donc dans la participation et intégreront que l'alimentation, c'est quelque chose qui est important pour eux. Et puis, on a quand même une pratique un peu ancienne. On a eu les biocavas, c'est-à-dire que dans les centres sociaux, il y avait les agriculteurs de proximité qui amènent de l'alimentation de proximité, là aussi avec un travail dans les centres sociaux. Donc, on a un peu différentes approches. Alors, bien évidemment, dans les écoles, c'est évident que les petits déjeuners, on les fait depuis très longtemps. Les repas différenciés, c'est aussi depuis très longtemps. Donc, on essaie d'aller du plus ancien, du plus jeune au plus ancien, puisque même dans la restauration pour les plus anciens, dans les EHPAD et dans la restauration qu'on fait partager au travers de classes
de la restauration scolaire, personnes âgées et enfants, où on travaille sur des menus aussi particuliers. Et on a aussi essayé d'aborder ça sous un angle différent, qui est la cuisine partagée, qui est dans un quartier populaire. On a imaginé une halle un peu festive, d'activités, etc. Et on s'est dit, on va faire une cuisine. Et cette cuisine, c'est une vraie cuisine, hein, ça peut être fait par des vrais professionnels. On est à côté du lycée hôtelier, donc il y a un vrai partage. Et là, les associations peuvent venir avec leur public et faire des ateliers cuisine sur place. Et on peut inviter, on peut faire une petite fête, enfin bref, il y a plein de choses pour apprendre à travailler, alors là, les produits un petit peu différemment, parce qu'on est dans un quartier avec une super cuisine. Mais c'est aussi dans une école, par exemple, où ils font les réunions parents parce qu'il y a un intérêt à travailler sur la pédagogie, et ils ont choisi le thème de la soupe. Et donc, ils font des soupes entre parents. Donc, on apprend que la soupe, ça coûte pas cher, déjà. On fait les courses ensemble. Et en plus, on apprend les soupes de tous les pays, puisque c'est des quartiers où les mixités. Et donc, on a plusieurs portes d'entrée, le coût, l'alimentation, et en plus, apprendre à découvrir des cultures différentes. C'est aussi tout cet espace-là, c'est pas seulement que le bien manger, mais c'est aussi cette notion de partage, connaissance, échange, qui, au travers de l'alimentation, peut apporter des regards différents sur ce que sont les autres. Je crois que c'est vraiment pour nous différentes portes d'entrée, parce qu'on pense que c'est important. Et je vous le dis, en ayant marqué par des élus, ça montre que pour nous, ce sont des sujets qui sont importants. Et moi, finalement, je suis une petite élue à la santé. Finalement, je n'ai plus rien à avoir à faire parce que tous les autres vont faire pour moi. Merci pour tous ces exemples à la fois politiques et puis très, très pratiques au niveau de vraiment très en proximité. Je vais donner la parole à donc l'autre élu présent ici sur cette table ronde sur le volet vraiment accompagnement sur l'activité physique et le sport santé. Vous avez rapidement parlé de la mission Delandre tout à l'heure. Alors peut-être expliciter le rôle de cette mission et puis en quoi peut-être ça peut accompagner aussi une politique de petits pas dans les villes sur les questions de sport santé et d'activité physique. Oui, je fais partie avec Dominique Delandre, adjoint de Montargis à la santé et au sport santé, d'une commission rattachée au ministère de la Santé, au ministère des Sports et au ministère de la Solidarité. Depuis très longtemps, les actions sport santé sont soutenues très fortement par le ministère des Sports, on va dire peu par le ministère de la Santé. Donc, on a maintenant un ministre de la Santé et de la Prévention. Il est important que cette prévention et que les thérapies, on l'a dit toujours, non médicamenteuses, trouvent un modèle économique en France. Je le dis en tant que médecin, vous le savez, un nombre important de médicaments qui sont remboursés ont une efficacité mais vraiment moindre que l'activité physique à visée thérapeutique et à visée de prévention. Voilà. Donc, l'enjeu de cette mission est bien sûr de faire des recommandations. Et il y a plusieurs recommandations, mais les deux, je les ai expliquées tout à l'heure, mais je vais les réexpliquer. Je pense qu'il est essentiel qu'on travaille au niveau de l'enfance. On ne peut pas accepter de voir nos enfants devenir des êtres gisants. Nous sommes des êtres bougeants. On voit je donnais les chiffres tout à l'heure, mais de l'explosion de la sédentarité et de l'inactivité physique qui vont faire le lit des maladies chroniques, on le sait, mais aussi des maladies mentales, on le sait aussi. Aujourd'hui, il y a une crise dans le soin. Il y a de moins en moins de médecins généralistes, de moins en moins de médecins spécialistes. Il y a des grands trous dans les hôpitaux. Il faut investir massivement sur la prévention pour diminuer le nombre des malades chroniques qui sont en explosion. 30% de nos populations sont malades chroniques. Ça, sur la prévention primaire. Donc, les recommandations seront de faire ces évaluations, mais aussi de faire un peu comme on fait du rattrapage sur les maths ou le français. Une fois qu'on a identifié ces enfants qui sont en difficulté, qu'il y ait des cours de rattrapage d'activité physique dans les écoles et aussi dans des cas plus complexes, d'orienter vers les maisons du sport santé qui sont ces lieux ressources pour l'activité physique. Ça, c'est la prévention primaire. Sur la prévention secondaire et tertiaire,
il est temps aujourd'hui, après les lois de 2016 et les lois de 2022, de passer à un financement national sur l'activité physique. Et donc en France, les moyens sont dans l'ONDAM. Donc on porte tous des projets de loi sur le PLFSS à venir, qui doit être un PLFSS de la prévention, notamment sur l'activité physique et l'activité physique thérapeutique. Il y a un consensus très fort dans cette commission qui réunit 10 acteurs politiques et universitaires et de santé. Voilà, ça va être un combat politique avec les députés et les sénateurs, avec le gouvernement. Mais c'est la première fois qu'un ministre de la Santé nous demande de travailler sur cela. Donc, c'est quelque chose de positif dans ce temps. Et je vais finir sur ça. Les inégalités sociales sont très importantes et elles sont notamment des inégalités sociales d'accès à l'activité physique, mais aussi à l'alimentation, notamment à l'alimentation de qualité, notamment à l'alimentation biologique, dont on sait l'impact positif, notamment par rapport à la protection des perturbateurs endocriniens, qui sont aussi des facteurs de maladies chroniques. Et donc, il faut qu'on travaille, on le sait, nous, on est convaincus sur cela, mais il faut qu'on arrive à convaincre plus avant. Par exemple, certains parlent aujourd'hui d'assurance maladie ou d'assurance de sécurité sociale sur l'alimentation. Donc, on voit que ces deux éléments de prévention et de soins que sont l'activité physique et l'alimentation sont essentiels dans nos collectivités, mais aussi au niveau national. Merci, et c'est vrai que ça retrace aussi toute une partie de l'ouvrage sur ces questions de précarité alimentaire et d'accès à tous. Alors là, je vais passer la main peut-être à Florence Rostand, du côté de Santé publique France. Alors, vous avez déjà évoqué beaucoup d'outils. Je sais aussi que vous menez des grandes campagnes nationales. Alors, comment est-ce que vous vous attendez à ce que ces campagnes soient saisies par les collectivités? En quoi ça peut venir soutenir voilà, les messages de prévention et de promotion qui sont aussi portés par les collectivités? Et deuxième point qui est important, c'est sur ces questions d'inégalité sociale de santé. Voilà, est-ce que l'agence aussi a des soutiens, a des actions qu'elle peut mener ou qu'elle mène avec les collectivités sur ces sujets? Alors, pour répondre peut-être au premier point et pour entrer vraiment dans la façon dont on fonctionne à Santé publique France, en fait, c'est vrai que quand on élabore, alors, je vais dire plutôt des dispositifs, je vais parler du dernier dispositif de marketing social, hein, qui était en direction des parents et des ados. En fait, on a donc comme vous, on a des groupes de travail et généralement dans ces groupes de travail, bien sûr, on invite, notamment le Réseau français des villes santé de l'OMS pour participer aux discussions et pour un peu aussi avoir l'avis en fait c'est une tête de réseau pour nous, donc représentant aussi des villes et des collectivités pour voir comment peuvent être reçus ce qu'on est en train d'élaborer. En fait, on élabore ces dispositifs au fur et à mesure et on tient au courant effectivement les membres du groupe, on leur présente les résultats des études que nous faisons et on essaie effectivement de pouvoir donner des bonnes orientations pour que ça puisse être totalement recevable, bien sûr, par les villes, par les collectivités. Donc c'est ce qui a été fait dans le cadre de la dernière campagne, qui s'est intitulée, «Faire bouger les ados, c'est pas évident, mais les encourager, c'est important». Où là, effectivement, on était beaucoup plus sur on va dire la valorisation du soutien parental et puis, pour le fait de pouvoir, encourager les parents effectivement à aider leurs ados à trouver des pistes pour augmenter leur activité physique. Donc, il y avait 2 volets sur ce dispositif. Il y avait un volet qui était plus à destination des parents et je pense qu'il y a une chose qui était assez importante, avec tout ce qu'on vient d'évoquer là. Souvent, nous, quand on fait des entretiens, on fait des études qualitatives, on se rend compte qu'en fait, les parents, ils ont tendance à penser que leur enfant fait assez d'activité physique. Et donc, il y a une chose qui a été mise en place dans le cadre de ce dispositif. En fait, on a redirigé, bien sûr, vers le site Manger Bouger,
qui est notre site de référence. Et donc, au-delà des astuces pour effectivement aider les parents, il y avait aussi un test. Il y a un test d'ailleurs qui est toujours en ligne, hein, faire le test d'activité physique aux ados pour voir où ils en sont par rapport à leur activité physique. Ça, c'est aussi une première chose pour leur faire prendre conscience du fait qu'il va peut-être falloir passer à l'action, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est aussi des outils dont peuvent s'emparer les villes. Et puis bon, après, il y avait un deuxième volet hein, par rapport à cette campagne qui était vraiment plus à destination des adolescents avec des outils qu'ils utilisent, hein, donc les réseaux sociaux et notamment Snapchat. Il y a eu un compte qui a été ouvert qui s'appelait En mode déter et où donc là, il y avait un défi qui devait être relevé par les jeunes. Donc il y avait un défi par jour, un défi humoristique, et puis il y avait un défi par semaine qui était aussi lancé par généralement un influenceur que les ados aimaient bien. On a parlé de l'école là, juste avant. Et c'est en fait ce dispositif va être rediffusé l'année prochaine. Et justement, on cherche à avoir un volet vraiment présent au niveau des écoles pour que ça puisse être relayé au niveau des collèges. Donc ça, c'est aussi un aspect important de la façon, on va dire, dont on fonctionne, dont on élabore les dispositifs. On élabore avec effectivement des représentants des villes et puis après qu'on essaie de faire évoluer aussi au cours du temps en fonction des premières évaluations que nous avons reçues du terrain. Merci. Alors là, on voit dans ce que vous présentez, c'est beaucoup des actions finalement qui vont aller influencer des comportements individuels, que les individus vont se saisir, mais dans une visée justement de réduction des inégalités de santé et d'accès à tous les publics. Voilà, on voit qu'il y a sûrement besoin, ou en tout cas, il y a tous ces dispositifs d'aller vers. Sans doute que peut-être certains intervenants autour de la table ronde souhaitent compléter. Voilà. Alors après, c'est vrai que je suis désolée, c'est vrai que je n'ai pas répondu à la deuxième question qui était par rapport aux données, effectivement, et notamment la réduction des inégalités sociales de santé. En fait, depuis 2019, Santé publique France a initié une démarche d'open data via donc le dispositif Géode. Donc, c'est un observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques qui sont produits par Santé publique France. Donc, c'est un accès libre, en fait, à de nombreux indicateurs. Alors, pour l'instant, c'est vrai que les indicateurs, ils sont plutôt au niveau de la région ou du département. Je pense qu'ils ont été à un niveau infra-départemental. Là, c'était plus dans le cadre des remontées des données de la Covid. Mais je sais qu'en projet, en tout cas, normalement, il devrait y avoir à un moment donné ces fameuses données à l'échelle de la commune. Donc, à moyen terme. Voilà. J'espère que ça pourra aussi aider les villes. Ce serait absolument génial parce qu'une de nos difficultés dans les diagnostics, c'est d'avoir des éléments qui sont de la commune pour pouvoir effectivement être plus actifs. C'est extrêmement bien. Excusez-moi, je ne devais pas parler. Si, n'hésitez pas à intervenir les uns les autres. Alors peut-être en réaction, Florane Dumont, sur peut-être je ne sais pas si le SRAE Nutrition fait des actions autour de cette question d'aller vers ou d'accès à différents publics, peut-être de donner des exemples ou comment vous abordez ces questions justement d'inégalité dans l'accès à la prévention et à la promotion de la santé. Oui, oui, c'est bon, micro activé. Oui, donc nous, on n'intervient pas directement auprès du public pour mettre en place des actions. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié tous les acteurs sur le territoire qui pouvaient intervenir soit sur le sujet de l'alimentation ou sur le sujet de l'activité physique. Et quand il y a des demandes spécifiques, on renvoie vers ces acteurs-là. Je pense notamment à une association qui s'appelle Du pain sur la planche, qui est une association de diététiciennes formées à la promotion de la santé et qui, elle, peut intervenir sur ces sujets de manière plus précise sur les territoires. Et par contre, nous, ce qu'on axe aussi en termes
ce qu'on met en avant dans nos temps de sensibilisation qu'on fait auprès des collectivités locales, c'est vraiment l'importance d'avoir un environnement favorable à la santé et des choses qui peuvent profiter à tous. Et on en parlait tout à l'heure, mais le fait de développer une piste cyclable, d'avoir un parking vélo sécurisé, de promouvoir la location de vélos avec des tarifs spécifiques en fonction des moyens de la population, de travailler sur sa restauration collective et par exemple d'adapter la tarification des menus au niveau scolaire par rapport au quotient familial. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui vont faire que la population va pouvoir se saisir de certains éléments qui sont accessibles quasiment à tout le monde. Enfin, après, il faut avoir les moyens de se financer un vélo, par exemple, etc. Et les moyens, ne serait-ce que d'aller à la cantine. Mais voilà, c'est vraiment sur ça qu'on insiste parce que c'est là où on peut avoir un effet le plus large possible auprès de la population. La seule chose, et certains en ont parlé un petit peu avant, c'est comment évaluer l'efficacité de ces dispositifs et de ces actions. Et c'est vrai que ça, évaluer d'un point de vue santé ces actions-là, c'est très compliqué. Et pour le valoriser d'un point de vue politique, c'est pas forcément par le levier de la santé, des effets santé en tout cas, qu'on va pouvoir le valoriser. Oui, c'est un vrai sujet que celui de l'évaluation et des données. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup de réactions dans le chat avec plutôt un accueil très, très positif d'avoir accès à des chiffres communaux. Donc, on reviendra en contact avec vous à Santé publique France sur ce sujet, parce que c'est un autre sujet sur lequel on travaille actuellement au réseau. Peut-être une dernière question. Alors là, c'est plutôt pour l'ensemble des participants, mais je pense que c'est aussi sur ces questions d'accès à tous. Peut-être notamment les deux représentants des villes présentes, de donner peut-être des éléments un petit peu plus concrets sur comment est-ce que on arrive à réduire, comment les villes arrivent à réduire ou à travailler sur cette question de réduction des inégalités de santé, donner peut-être des éléments un peu concrets, alors à la fois en termes de lutte contre la précarité alimentaire ou les questions d'accès vraiment aux dispositifs d'activité physique. Voilà, Alexandre Fels ou Christine, je ne sais pas si vous voulez réagir. En tout cas, donner quelques pistes sur les leviers des villes et les besoins. Alors, peut-être avant Tu commences, Alexandre? Oui, comme tu veux. Vas-y, vas-y. Peut-être juste avant de répondre à ça, je pense qu'on est là dans un moment qui est essentiel sur le pouvoir des villes à faire. Les contrats locaux de santé sont des éléments bien sûr intéressants, mais il me semble vraiment essentiel aujourd'hui de donner plus de pouvoir aux villes. Parce que Santé publique France le sait, même si elle fait la meilleure campagne du monde et qu'elle n'est pas déclinée et accompagnée, elle va aggraver les inégalités sociales de santé. Parce qu'on sait que les gens qui ont de l'éducation, qui ont des moyens financiers, qui ont une culture, vont encore aller mieux grâce à Santé publique France, puisqu'ils vont prendre les messages et les mettre en œuvre. Et donc, c'est bien le territoire qui doit pouvoir avoir les moyens, en dehors d'éléments de volontarité, d'histoire, comme à Strasbourg ou à Lille, ça a été dit, que ça soit inscrit aujourd'hui dans les compétences dans le cadre du CNR. Jennifer G, merci. Dans le cadre du CNR, Jennifer G, merci. Dans le cadre du CNR, les villes, les intercommunes ont fait remonter cela. Il me semble important que les compétences en éducation et à la promotion de la santé reviennent aux villes ou aux intercommunes, en tout cas à la proximité. Voilà. Ça me semble vraiment une décentralisation plus avant qui aujourd'hui doit être mise en place. Voilà, donc on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire dans le moment où on est, même si on fait beaucoup de choses et le livre le dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, bien sûr, on travaille sur ça et à mon avis, il y a, en dehors de la coordination, en dehors de l'aller vers, il y a deux outils qui sont fondamentaux. C'est la gratuité et la tarification solidaire. Et où la tarification solidaire? Elle est essentielle. Voilà, donc, dans le sport santé, chez nous, la première année est gratuite. Ensuite, il y a une tarification solidaire. Dans le cadre des ordonnances vertes, il y a une gratuité, mais qui est graduelle dans le temps selon les revenus. Voilà, il est fondamental qu'on travaille sur ces éléments de gratuité ou de tarification solidaire pour l'alimentation et l'activité physique. Donc, vous voyez ce que ça veut dire par rapport au club
par rapport à l'accès à l'activité physique qui aujourd'hui n'est pas sur cela. Elle est au forfait. Alors souvent on dit ah mais c'est pas cher, c'est 100 €, c'est 200 €. Mais bien sûr c'est pas la même chose si on a le RSA ou si on a des revenus plus confortables. Voilà. Donc nous bien sûr on travaille toujours sur ça, sur la gratuité et ou la tarification solidaire pour permettre justement cet universalisme proportionné qu'on dit souvent, c'est-à-dire on fait des actions pour toute la population, mais on essaye d'y aller un peu plus pour les gens qui sont les plus en difficulté. En tout cas, moi, c'est ma position. Sachez que notamment à Strasbourg, si on fait des actions que dans les quartiers politiques de la ville, on perd 2/3 des pauvres. Ça veut dire que dans les quartiers politiques de la ville, bien sûr, il y a des gens en grande difficulté, mais que dans les autres aussi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des actions sur l'ensemble du territoire et pas uniquement sur les quartiers politiques de la ville, même si les ateliers santé-ville sont des outils comme ça. Les contrats locaux de santé, nouvelle génération que j'aimerais promouvoir, pourraient être ces outils-là. Voilà. Et ça fait écho à beaucoup de travaux qu'on fait au niveau du réseau également, en lien avec Strasbourg, sur ces questions de contrat de ville et la question de comment étendre tous ces leviers qui sont importants dans la politique de la ville, finalement, au droit commun et à l'ensemble des quartiers. Marie-Christine Staniek, vous souhaitiez intervenir. Alors, je vois juste, il y a une question, comment faire justement la discrimination positive? Alors, je ne sais pas si vous en faites à Lille, mais peut-être avez-vous des éléments de réponse? Oui, si on va commencer par la restauration scolaire, par exemple. La restauration scolaire, le premier tarif, c'est 50 centimes le repas. Ça représente à peu près 40% de notre population qui va à la cantine. C'est pour vous dire. Ensuite, on a 1 € et puis après, voilà, c'est lié aux ressources. Mais effectivement, l'essentiel de la population, c'est 50 centimes le repas. On voit effectivement que, bon, on a une population qui est un peu fragile, certes, mais en tout cas, c'est une réalité. Et c'est sûrement à partir de là, pour nous, c'est important, parce que c'est à la fois l'éducation et à la fois, c'est donner à manger aux enfants. Les deux sont utiles. Ne jamais oublier que pour certains, le seul repas, c'est celui de la cantine. Plus les petits déjeuners le matin, bref. Donc, on a cette politique volontariste dans les écoles pour l'alimentation. Et par exemple, je prends celle-là, on a aussi les repas festifs pour les retraités, qui sont là aussi une occasion d'amener un petit peu différemment l'alimentation parce qu'ils ne payent pas grand-chose. Et puis sur l'activité physique, on a à la fois, bon, on a 10 quartiers. Dans chaque quartier, il y a un équipement sportif d'importance, ce qui permet effectivement, c'est plus facile d'aller là où on habite faire du sport, c'est déjà un élément. Et puis, on a créé la collègue au sport, ce qu'on appelle les chemins de la forme, c'est-à-dire que dans la ville, il y a des équipements qui sont posés, qui permettent de se promener, de faire de l'activité sur les équipements, et c'est aussi un chemin qui peut être lié à une visite culturelle, puisque c'est visite culturelle de lieux culturels, mais en passant par des chemins où on fait de l'activité physique gratuite. Et avec des équipements qui ont été testés par les personnes âgées pour certains et par les plus jeunes. Donc, on essaie d'avoir comme ça des chemins, ce qu'on appelle les chemins de la forme. Mais c'est aussi parfois un des grands boulevards de la ville qui est fermé à la circulation le dimanche où on peut faire plein d'activités. Donc là, on est vraiment sur du gratuit pour inciter les gens à se dire « je peux bouger de façon ludique ». Ça, c'est une approche. Et après, dans les clubs sportifs où on travaille sur l'activité sportive et sur l'activité physique, il y a bien évidemment, comment on l'appelle, un passe sport pour les ados, qui est un sport lillois, indépendamment de ce qui est fait au niveau national, ce qui permet effectivement d'accéder aux clubs sportifs gratuitement et aussi de l'initiation pour les enfants dans les écoles à différents ateliers sportifs qui sont là dans le cadre du projet éducatif global où on travaille sur plusieurs sujets éducatifs, alimentation et l'activité physique. Et là, ils découvrent différentes activités sportives qui sont reliées à des clubs sportifs pendant le primaire et le maternel. Donc, on essaie de mettre en place des actions très, très proches. Là, c'est vraiment la ville, on paye les animateurs pour qu'on puisse être effectivement en mobilisation et en intérêt de public. Ça a un coût, c'est non négligeable, mais en tout cas, c'est pour nous important parce qu'on se rend compte que si on ne faisait pas, et si on n'avait pas fait depuis longtemps, je pense à une étude qui est actuellement en cours sur les écoles lilloises pour voir l'obésité des enfants. C'est une étude scientifique qui montre que, bien évidemment, c'est plutôt sur les populations fragiles qu'il y a des risques.
et que quand ils mangent bien et qu'ils font du sport, le résultat est positif. Et globalement, moi, je suis plutôt satisfaite parce que on voit qu'il y a effectivement encore des enfants en danger, mais quand on sait la sociologie de la ville, si on n'avait pas travaillé sur ces sujets-là depuis des années, je pense que cette étude aurait montré un résultat beaucoup plus catastrophique. Là, on voit, et au regard de la population, le pourcentage de risque est beaucoup moindre que dans certaines études où il n'y avait jamais rien eu avant. Donc, je sais que c'est positif, les évaluations ne sont pas spectaculaires, mais en tout cas, au travers du travail qu'on a fait, mais vraiment de proximité, hein, quand c'est le club du coin qui vient faire une démonstration de boxe, je prends celui-là. En plus, c'est une fille qui est championne championne du monde, ça marque plus. Hein, voilà, donc les filles, elles peuvent faire du sport. Mais du coup, ça change les mentalités, y compris en boxe, en disant mais moi, je suis une fille, finalement, je peux me battre. Et non pas que je pense qu'il faille se battre, mais je pense que comment on fait pour changer aussi les mentalités, c'est en montrant des choses différentes. Et le sport, c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut faire des choses, même quand on n'est pas un super-héros, on peut faire des choses faciles, pas chères, parce que c'est gratuit, en proximité, à son pied d'immeuble. Toujours, on pense pied d'immeuble d'abord pour les emmener après ailleurs. Merci. Alors, il nous reste que quelques minutes avant de clôturer ce webinaire qui passe très, très vite. Alors, peut-être un dernier tour de table très, très rapide, 1 minute grand maximum pour chacun. Alors, peut-être, Florence Costan, vous répondrez rapidement à la question sur l'inversion de la tendance actuelle, sur l'augmentation de la sédentarité et l'inactivité, et puis les objectifs de Santé publique France à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, quelques mots de conclusion avant de clôturer cette table ronde. Alors, votre micro est coupé. Si on vous entend. Non, on ne vous entend pas en fait. Hop, est-ce que là, ça marche? C'est bon. Ah, désolée. Oui, j'allais dire peut-être pour donner quelques nouvelles, c'est vrai que les dernières données, dernière grande enquête qui avait été réalisée par Santé publique France, donc c'était l'enquête Esteban, qui date, on va dire, de 2015. Alors, ça a coupé. On ne vous entend plus. Alors, ça y est, je pense que vous êtes revenu. Je suis là? Oui, c'est bon. Donc, je vais peut-être y arriver. Voilà, il y a une prochaine grande enquête qui va être lancée. Donc, elle s'appelle Alban. Et notamment, donc, dans cette enquête, il y aura évidemment des éléments sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité. Cette enquête devrait être lancée fin 2024. Ça veut dire qu'on peut espérer avoir des données, j'allais dire, en 2025. Et donc ça, c'est assez important parce qu'en fait, effectivement, la situation a énormément changé, notamment depuis la Covid. Ce qui est intéressant, c'est que côté québécois, eux, ils ont des données un peu récentes et ils avaient pu mettre en évidence que, en fait, il y a une grande augmentation de la sédentarité, ça on le savait tous, mais qu'elle a beaucoup plus d'impact sur l'activité physique légère et non pas sur l'activité physique modérée à élevée. Et donc ça, je pense que c'est une petite nuance qui est assez intéressante pour nous tous. Ça veut dire qu'effectivement, il faut plutôt pousser nos jeunes à ne pas stopper leurs activités physiques légères. Après, ben, vraiment pour dire que quand on parle d'activité physique, voilà, il ne faut pas tout ramener seulement au sport, hein. On a aussi les activités physiques de loisirs, encadrées, non encadrées. Et donc ça, il faut y penser parce qu'il faut que chacun puisse y trouver son compte. Et puis, bien sûr, ce n'est pas seulement la promotion de l'activité physique, mais c'est la lutte contre la sédentarité et en matière d'ISS et d'égalité sociale de santé. C'est pour ça que nous, on soutient la démarche ICAPS, puisque c'est quand même une démarche qui réduit, on va dire, les inégalités sociales de santé. Voilà pour Merci. Santé publique France. Désolée pour les coupures. Non, très rapidement, Florane Dumont.
Oui, moi, du coup, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Peut-être je vais prendre un peu plus de recul par rapport à nous, comment on accompagne les collectivités et dire aux acteurs, enfin, ça a été peut-être dit un peu tout à l'heure, mais en fait, au sein des collectivités, il se passe beaucoup de choses sur ces thématiques, que ce soit de l'alimentation, de l'activité physique. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent et parfois, juste, il faut se mettre en lien et se mettre autour de la table. Et donc, nous, un des discours qu'on a quand on accompagne une collectivité, en fonction de la porte d'entrée qu'on a, c'est si je suis acteur, par exemple, d'un contrat local de santé, ben, est-ce que je suis en lien ou est-ce qu'il y a un projet alimentaire de territoire? Est-ce qu'il y a un PCAET, un projet climat, air et énergie territoire? Est-ce que je suis en lien avec les acteurs de ma CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé? Et vraiment, quand on accompagne les collectivités, on se rend compte que parfois, il y a du lien et parfois, il n'y en a pas. Et juste de créer ce lien-là, ça peut permettre d'avancer sur ces thématiques qui sont vraiment transversales et qui peuvent faire avancer beaucoup de choses et apporter de la cohérence sur les territoires. Donc voilà, s'il y en a qui n'ont pas forcément de lien avec les différents acteurs sur les territoires, je vous amène à créer ce lien-là, ça peut faire avancer les sujets. Une belle invitation à la santé dans toutes les politiques. C'est ça. Alexandre Fels, quelques mots vraiment très très courts parce qu'on dépasse déjà le temps. Oui, inviter tous les villes intéressées au groupe de travail du sport santé qui réunit 70 villes. Certaines sont membres du réseau, d'autres ne le sont pas. La prochaine réunion aura lieu sans doute en mai au ministère de la Santé, voilà, ce qui est symboliquement important. Et puis le prochain groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens, où la question bien sûr de l'alimentation bio sera essentielle, qui aura lieu aussi le 20 avril donc à Strasbourg, mais aussi en visio, et donc le colloque du réseau environnement et santé qui aura lieu au Parlement européen, puisque la dimension européenne, notamment sur la réglementation sur les perturbateurs endocriniens et donc sur l'alimentation est essentielle, aura lieu aussi le 20 avril l'après-midi au Parlement à Strasbourg. Voilà, et puis vous remercier toutes et tous. Et à votre disposition, j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions. Voilà, donc je suis bien sûr joignable par mail, par téléphone pour répondre. Merci beaucoup. Merci, Madame Staniek. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne sais pas si on a pu répondre aux interrogations des uns et des autres. En tout cas, dans notre document, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à aller relire ce que les uns et les autres ont dit dans notre document que le réseau a porté, parce que je pense qu'on a des expériences qui ont été mises en valeur de villes de tailles différentes, parce que c'est aussi important. En fonction de la taille des villes, on n'a pas toujours la même possibilité d'agir. Et je crois que c'est important de pouvoir faire référence à tout cela. Et puis, c'est vrai, avoir des liens avec santé publique, c'est utile parce que pour influencer les campagnes nationales, qu'elles aient un impact dans nos communes, on sait que c'est vraiment très, très important. Et donc, je crois que cette connexion, ces réseaux, c'est ça le cœur de ce qui va nous faire avancer ensemble. Très bien, merci à toutes et tous et puis à tous les échanges entre les participants. Donc à rappeler, on va aussi lister un petit peu les différents événements au niveau du réseau. On fait une journée sur les contrats de ville où notamment on va aborder ces questions de données en santé et puis d'autres sujets sur la question d'aller vers. Donc ce sera en avril à Strasbourg et puis aussi et surtout le futur colloque national du réseau français Ville Santé qui sera sur santé et changement climatique, où on abordera notamment ces questions d'alimentation et d'activité physique. Donc les 13, 14 et 15 juin, donc le colloque en tant que tel sera le 14. Donc on vous invite à noter la date et à venir nous voir. On lance les inscriptions très très prochainement. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Vous pouvez retrouver l'ouvrage en ligne et sa synthèse sur notre tout nouveau site internet. Donc n'hésitez pas aussi à en profiter pour aller faire un tour et puis à nous envoyer vos retours, remarques, commentaires et à nous solliciter si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Donc merci à toutes et tous. Merci aussi aux différentes villes qui ont contribué activement à l'ouvrage et à Julie également pour tout son travail dense pour la rédaction et l'animation des groupes de travail. Et puis, on espère que vous avez bien profité de ce premier webinaire qu'on organise au niveau du réseau et on espère pouvoir en organiser d'autres pour toutes les autres publications que nous faisons, notamment sur les sujets de santé mentale ou d'exposition aux substances préoccupantes pour la santé et l'environnement. Voilà. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.